Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Après les drogues, expliquées à mes enfants, un ouvrage didactique et scientifique sur les dangers des addictions et les ravages des drogues, publié en 2019, un best-seller. Dr Iman Kandili, psychiatre, addictologue, sexologue, écrivaine et chroniqueuse, nous revient avec une nouvelle publication, un nouvel ouvrage intitulé « Cannabis, ce qu'on dit la science » aux éditions Orion. Un essai médical dans le sillage de la légalisation dans notre pays de l'usage du cannabis à des fins industrielles et thérapeutiques suite à l'adoption fin mai de l'année dernière par les députés marocains de la loi 1321. Le texte est clair, cette légalisation ne concerne pas l'usage récréatif qui reste interdit et passible de poursuite. Elle vise par contre la conversion, la reconversion des cultures illicites destructrices de l'environnement en activités légales, durables et génératrices de valeur et d'emploi. Ceci dit, beaucoup d'amalgames et d'incompréhension entourent encore le sujet et cet ouvrage vient justement lever les ambiguïtés et répondre aux questions que se posent les Marocains sur le véritable impact du cannabis, souvent décrit comme une drogue douce, sur la santé des consommateurs. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Dr Iman Kandili. Dr Iman Kandili, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Je voudrais rappeler, avant d'oublier, que vous avez aussi écrit l'année dernière, vous êtes très prolifique, un livre Coronavirus, la fin d'un monde, coécrit avec l'écrivain journaliste Abdelhak Najib, et vous êtes co-autrice de ce magnifique livre sur les politiques de santé publique avec des sommités de la science marocains et étrangers et américains. Oui. Et voilà, donc pour dire que vous êtes vraiment très, très, très active. Alors, la publication de votre livre intervient pratiquement un an après l'adoption de la loi 1321, mais son écriture vous a pris plus d'une année. Vous avez dit qu'il vous a pris 10 ans de recherche et de travail. Pourquoi avez-vous eu besoin de tout ce temps? Alors, déjà, de par l'exercice, parce que bon, je suis passée par la médecine, puis l'internat et la psychiatrie, donc ici au CHU, puis par la suite en Belgique et ailleurs. Maintenant, la découverte du cannabis s'est faite et sur le terrain et de manière scientifique. L'écrit regroupe une dizaine d'années, les 10 dernières années, en termes de méta-analyse approfondie en matière de tout ce qui a été publié sur le cannabis, mais de manière, on va dire, de manière simplifiée, de manière à vulgariser l'information, de manière à faire de la sensibilisation, à informer le tout un chacun et pas seulement rester dans la tour d'ivoire qui est commune aux psychiatres et aux médecins. Oui, alors vous avez déjà intervenu à plusieurs reprises dans différentes tribunes pour tirer la sonnette d'alarme, exprimer votre inquiétude suite à l'adoption de cette loi de dépénalisation ou de légalisation de la culture du cannabis. Vous avez même à un moment qualifié cela de plaie ouverte. Vous n'êtes pas contre la dépénalisation, c'est pas ça le problème, mais vous avez peur des dérapages. Qu'est-ce qui vous fait peur avec la légalisation de l'usage du cannabis à usage industriel et thérapeutique? Alors, la légalisation, c'est une structuration. La dépénalisation est une structuration. C'est l'occasion de poser des lignes directrices, de poser des garde-fous, de pouvoir protéger également la santé. Maintenant, quand on parle de cannabis à usage industriel pour l'automobile ou autre, ou à des fins, on le sait très bien dans l'industrie, tout ce qui est cosmétologique, etc. Oui. Et puis on a aussi le cannabis à usage thérapeutique qui, lui, est le CBD et le CBG, donc le cannabidiol et le cannabigérol, qui est une grande différence avec le THC. C'est-à-dire, c'est informer les populations, parce que tout le monde n'a pas bien compris. Bon, je vais recevoir des patients qui vont arriver à un âge jeune ou moins jeune en disant « mais on va dépénaliser le cannabis, donc c'est très bien docteur, vous allez arrêter de nous engueuler parce qu'on a fumé et qu'on a fait tel ou tel problème mental ». Maintenant, le THC, qui est un des dérivés de la plante du cannabis, dont on ne parle pas aujourd'hui pour la dépénalisation, est quelque chose de délétère pour la santé, particulièrement mentale, et a un lien effectif avéré scientifiquement de genèse de la maladie mentale chez les personnes qui ont une fragilité génétique, en particulier la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Ça, les gens ne le savent pas, parce qu'ils ont tendance à croire que c'est beaucoup moins dangereux comme substance que les autres drogues. Vous avez dit que c'est la seule, peut-être, qui a un lien scientifique avéré chez les jeunes cerveaux entre 15 et 25 ans pour la genèse de la maladie mentale quand il y a
un facteur génétique, bien Oui. entendu, qui est là, qui est présent. Donc, pour révéler, c'est comme un diabète. Il y a des Exactement. familles de diabétiques, tout le monde ne fait pas le diabète, mais celui qui va avoir une hygiène de vie qui ne rentre pas dans les rangs, Et risque quand de il a une développer un diabète. prédisposition. Voilà, une prédisposition génétique. Maintenant, on ne fait pas de beurre sans faire de lait. Il y a une réelle, moi je ne mange pas mes mots, hein, c'est une réelle consommation récréative qui est là. Maintenant, c'est toujours interdit, etc. Pourquoi ne pas penser la structuration de tout, un âge limite et gérer ce qui se vend également à usage récréatif, mais qui est aujourd'hui pénal, parce qu'il est là. Et à ce moment-là, on aura un âge limite, peut-être comme au Canada ou ailleurs, où on ne fumera pas avant 21 ou 25 ans, avec 0,2% de THC dans ce qui se vend, ou un usage très bas de THC, si ce n'est pas 0,2 comme ce qui concerne le cannabis thérapeutique. Et par conséquent, on protégera en structurant et en dépénalisant peut-être, hein, je ne dis pas maintenant, hein, moi je ne fais pas du tout de politique, c'est très important, on protégera parce qu'on structurera et on ne laissera pas, on va dire, la plaie ouverte du crime. Ce volet-là de la dépénalisation, j'allais y venir plus tard, mais puisque vous me tendez la perche, on en parle. Vous avez parlé des pays qui ont dépénalisé, vous avez cité le Canada, il y a aussi les Pays-Bas. Bon, l'usage du cannabis récréatif, avec les cafés, les coffee shops, les coffee shops. C'est ça, les coffee shops. Est-ce que, d'abord, est-ce que dans ces pays, est-ce qu'il y a eu moins de consommateurs? Et est-ce que la consommation présente moins de dangers depuis qu'ils ont légalisé et depuis que le THC est contrôlé? Et puis, plus important que ça, avons-nous les moyens, nous ne sommes pas le Canada, nous ne sommes pas les Pays-Bas, justement de faire ce contrôle? Si on décide de dépénaliser, même si j'y crois pas, la vérité que ça peut passer, une loi pareille, mais est-ce qu'on peut? Je vais vous répondre comme une amoureuse du Maroc. Nous sommes le Maroc. Oui. Nous sommes le Maroc. Et le Maroc, grâce à Sa Majesté, quand je dis que pas Dieu le Canada et les Pays-Bas, en termes juste de structure. J'ai compris, je plaisante. Et le Maroc, grâce à la politique éclairée de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, on fait des choses extraordinaires quand on veut faire des choses extraordinaires. On fait des choses extraordinaires. Les Marocains sont un peuple très intelligent. Moi, je crois beaucoup aux Marocains et qui aiment leur pays. Par conséquent, réfléchir les choses, la dépénalisation aujourd'hui, le cannabis médical, thérapeutique ou le cannabis industriel, oui. Et si pourquoi pas, hein, je ne fais pas du tout de politique, je le dis, mais pourquoi ne pas tout structurer, dépénaliser, mettre des âges limites, mettre des lois qui incombent avec une agence du cannabis tout juste née, justement. Et à ce moment-là, oui, on va penser relance économique, d'accord, qui est à sa place. On va structurer, on va savoir ce qui se vend, même en matière de récréatif, et on va protéger la santé de nos jeunes. Parce que quand on parle de Canada ou d'autres pays, la consommation, elle est interdite. Hein, elle est interdite au moins de 21 ou au moins de 25 ans. Au moins de 21 ans en Californie, au moins de 25 ans ailleurs. Même pour la prescription du cannabis médical. Donc, en fin de compte, il faut vraiment se poser la question et peut-être arrêter de faire l'autruche. Il y a des choses qui sont là. Prenons le taureau par les cornes et allons-y. Oui, ne pas se voiler la face. Ma question précédente, c'était pour provoquer le débat, mais il y a un excellent exemple, la méthadone, et qui marche, qui a donné ses résultats dans les centres. Donc, si on a pu faire ça, le Maroc est leader dans la région MENA en matière de prise en charge des usagers de drogues injectables. Il y a eu le programme MENARA qui a démarré très tôt avec le professeur Jalal Tofir qui a beaucoup travaillé, bataillé dans ce sens. Aujourd'hui, les centres d'addictologie, et là aussi, c'est grâce à une politique éclairée de Sa Majesté. Et il y a des centres d'addictologie partout. On prend en charge. Il y a le traitement de substitution à la méthadone qui est délivré au niveau de ces centres. Et nous sommes avant-gardistes dans toute la région MENA et nous avons travaillé à la réhabilitation et à la prise en charge de ces patients. Donc, je pense que, je pose la question, hein, je pose la question bien sûr aux personnes qui sont décideuses, etc., de penser également le récréatif. Parce que moi, je suis psychiatre et addictologue. Donc, je suis, on va dire, anti-drogue du tout. Maintenant, il y a une réalité de terrain. La loi du tout ou rien ne marche pas toujours. La troisième voie de pouvoir réduire les risques par rapport à la consommation, de protéger les jeunes et en même temps de penser structurer, enlever un commerce de contrebande et puis une criminalité liée à un cannabis récréatif qui est existant, mais qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Il y a des comprimés dedans, il y a plein de choses dedans. Hein. C'est très mélangé. Structuré permet de gérer, permet de
permet de poser des limites et permet de prévoir à l'avance quelles pourraient être les conséquences et réduire les conséquences néfastes. Au contraire. Oui. D'autant plus que jusque-là, les politiques répressives n'ont pas donné de résultat. Non. Interdire donc forcément, on doit chercher une autre solution, une autre approche. Alors, pour revenir à votre livre, Le cannabis, ce qu'on dit la science, le cannabis est souvent décrit comme une drogue douce, sa consommation est banalisée. Certains vont même jusqu'à lui attribuer des vertus thérapeutiques. Qu'en dit la science, justement? Vous avez fait ce livre, justement, oui, sur... alors voilà, les vertus thérapeutiques, on revient au cannabidiol, le CBD. Le CBD, les études ont montré qu'il avait des liens, il avait on va dire une plus-value avérée pour ce qui concerne, par exemple, la sclérose en plaques, avec l'arsenal thérapeutique déjà présent, Oui. pour les douleurs également, pour les cancers en fin de vie dans les accompagnements. Oui. La douleur, c'est important. Comme le cannabigérol, maintenant, qui est en cours, on parle beaucoup du cannabigérol, a un effet sur le psoriasis, sur les maladies de la peau, etc. Et ce sont en effet des effets thérapeutiques. Oui. Maintenant, quand on dit cannabis ou plante du cannabis, il y a tous ces composants-là, le THC et la substance psychotrope, hallucinogène, délétère. Quand on parle de cannabis thérapeutique, on parle de CBD et de CBG. Il y a beaucoup d'études. Il y a un effet avéré, en effet, pour le thérapeutique. Oui. Il y a aussi une consonance pour les troubles du sommeil et pour une piste pour les troubles du sommeil et pour les troubles anxieux. Maintenant, en tant que psychiatre, ce n'est pas l'arsenal premier et tout dépend de l'âge, mais là, c'est une réalité. Faire la différence, pour les Marocains, c'est extrêmement important. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la dépénalisation qui est très éclairée, qui est importante, parce qu'il y a historiquement des choses au moment où il faut faire les choses, dépénalise le cannabis à but thérapeutique et le cannabis industriel. Le cannabis industriel existe depuis toujours. Le chanvre est utilisé dans l'industrie automobile depuis des lustres. Donc, vous avez du cannabis chez vous tous si vous avez une voiture, donc je plaisante. Par conséquent, réfléchir les choses de manière, réfléchir les choses de terrain, c'est-à-dire sans émotion. Oui. Sans émotion, parce que si je devais mettre mes émotions de médecin, ça serait différent, ou de psychiatre. Je dirais non, mais il faut surtout pas. Maintenant, il y a une réalité de terrain. Cette réalité de terrain, il faut peut-être la déblayer et puis travailler les choses de manière conséquente. Alors, vous recevez chez vous, parce que vous êtes addictologue et psychiatre, des patients tous les jours. Est-ce que nous avons des données, des chiffres fiables sur le nombre de consommateurs de cannabis? Combien sont-ils? Quelle catégorie sociale et quelle tranche d'âge? Alors, est-ce que vous avez remarqué une hausse avec ces 2 ans de Covid? Avec le Covid, il y a eu une hausse de tout. Celui qui consommait de l'alcool est rentré dans l'abus, celui qui consommait des cigarettes fumait plus, celui qui faisait du sport en a fait aussi, parce qu'on a la bigorexie qui est aussi une addiction. Le cannabis également. Bon, c'est la drogue de prédilection des jeunes, particulièrement, parce qu'elle n'est pas onéreuse. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Maintenant, est-ce qu'il y a une hausse? Oui, il y a une hausse comme partout dans le monde. On n'a pas d'études avérées post-Covid ou pendant le Covid de l'impact sur les addictions ou la santé mentale en règle générale, mais on est dans une post-modernité réelle. Par conséquent, on doit être à l'image des 30% mondiaux dans les pays qui ont fait des études. 30% de recrudescence des troubles, pas de consommation, de troubles, on va dire, psychologiques de manière générale, parce que les addictions rentrent dedans aussi. Donc, quand on parle de troubles comportementaux, on parle des plus bénins, on ne parle pas forcément de troubles majeurs, mais de tout confondu. Voilà, on parle de tout confondu. Ça peut être un trouble anxieux dans une vie. On sait très bien qu'une personne sur 2 passe par une phase anxieuse ou dépressive dans sa vie. Ce sont des choses qui sont normales. Moi, je suis pour la déstigmatisation des troubles mentaux, parce que tout le monde en fait. Les troubles de la personnalité, tout le monde en a. Maintenant, le but, c'est d'améliorer la santé des gens en sortant du côté culturel et de l'empreinte et l'atavisme culturel qui est la culture du destin et de la fatalité. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de destin. Il y a des choses vraies, il faut les prendre comme elles viennent et les gérer. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Est-ce qu'il y a il y a une étude en 2009 qui parlait de substances illicites, enfin de conséquences de substances en règle générale, de 1,4 cannabis, qui avait été faite. Une étude épidémiologique de grande envergure, plus de 6000 personnes, donc qui était représentative de la population. On parlait de 1,4% à l'époque de dépendance et de 2% d'abus, toutes substances confondues, pas le cannabis en particulier. D'accord. Il y en a eu aussi d'autres études sporadiques. Maintenant, je ne pense pas que ce soit le reflet réel de la population, parce qu'il y a une banalisation de la consommation qui est là, qui est présente. D'où ma question. Il y a les lois et puis il y a la banalisation de la consommation.
qui est, elle, est culturelle, sociétale, réelle, historique, on peut dire ce qu'on veut, c'est la réalité. C'est pour ça que je pose la question à nos politiciens. Pourquoi le cannabis industriel et ne pas poser des lois et puis savoir ce qui se consomme de manière à pouvoir gérer ce qui se consomme et mettre un âge limite pour protéger nos jeunes. Pour protéger les jeunes. Alors, vous recevez dans votre cabinet différents addicts, différents esclaves, parce que être addict, c'est être esclave de la substance. Esclave de la substance, absolument. Qu'est-ce qui différencie le cannabis des autres substances? Parce que maintenant, moi j'ai parlé tout à l'heure de la cocaïne, de l'héro, vous m'avez parlé aussi du crack qui fait son entrée et les conséquences sont terribles. En quoi il est différent? Est-ce que décrocher du cannabis est plus facile que de décrocher des autres drogues? Et qu'est-ce qui fait la différence? Alors, le sevrage physique est moins compliqué qu'avec la cocaïne. Le sevrage physique avec le crack est extrêmement compliqué. Le crack, c'est de la cocaïne fumée avec du bicarbonate de soude, etc. Maintenant, le cannabis, il est moins cher, il est plus accessible, donc il est plus présent. Et puis, on est dans une polyconsommation. Quand on parle d'addict, on ne parle pas de consommation récréative. Un addict est quelqu'un qui est dépendant de la substance avec une conséquence réelle sur sa vie de tous les jours, c'est-à-dire sociale, sur son ambition, sur son adhésion à la société, sur son insertion, etc. Donc, c'est une personne qui nous coûte de différentes manières, qui coûte à la famille, qui coûte à tout le monde. C'est un fardeau, il est tout le temps en état léthargique. C'est quelqu'un qui peut aller vers la marginalité, qui peut aller pas toujours, parce que en fonction de la personnalité de base, on peut être léthargique ou on peut avoir une levée d'inhibition et un passage à l'acte criminel. Donc tout est relatif. Un addict en règle générale. Maintenant, qu'est-ce qui différencie le cannabis? C'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le THC, là aussi je précise et je fais la différence avec le cannabis thérapeutique ou celui qui est utilisé, le chanvre utilisé en industrie, le THC a un lien avéré avec la genèse de la maladie mentale sur un cerveau jeune entre 15 et 25 ans. Il faut savoir que les maladies psychiatriques graves, qui sont la schizophrénie ou le trouble bipolaire, qui sont des maladies chroniques, ont une genèse entre jeunes, entre 16 et 25, entre 15 et 25, et c'est à ce moment-là qu'il faut protéger nos jeunes. Alors, le problème avec le cannabis, contrairement aux autres, ce qu'il a un petit peu bonne presse, est qu'on l'associe à l'image baba cool, zen, à la création aussi. Il y a des artistes qui étaient très portés sur le cannabis. Et comment, justement, c'est très, très, très difficile de changer cette image. Il a une image conviviale, une image de détente. Il y en a qui disent que je deviens plus créatif. Alors ça, c'est un mythe qu'on devient plus créatif. Maintenant, qu'il y ait des angoisses chez les artistes gérées de cette manière, c'est autre chose. C'est autre chose, et d'automédication, c'est autre chose. Maintenant, non. Le THC, là aussi je reviens au THC. Le THC est une substance qui donne un syndrome motivationnel. Surtout quand on est jeune, c'est une substance apaisante, certes, mais ce qui se passe, c'est qu'on est un peu plus en retrait social, on n'a pas beaucoup d'ambition, des choses comme ça. Et puis la musique, oui, mais Bob Marley, il n'a pas fait long feu et il ne se lavait pas beaucoup. Donc c'est une réalité. Maintenant, j'adore Bob Marley, j'adore. Et c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. C'est un cas isolé, c'est différent. Mais ce qui est très, très important aujourd'hui, j'en profite je le dis aussi aux patients qui m'écoutent et que j'adore, avec lesquels j'ai une relation particulière, le THC, c'est pas le CBD, c'est pas le CBG. C'est différent. Maintenant, même un cannabis récréatif avec un pourcentage de THC très bas serait à réfléchir, à mon sens, dans les années à venir. Donc on ne va pas devenir un artiste, on ne va pas créer, on va devenir un légume. Il faut qu'ils comprennent, les jeunes. On ne va pas devenir plus intelligent. Pas tout le monde est un légume, parce qu'en fait, ça dépend des personnalités. Pour certains, on peut rentrer dans une léthargie, on peut avoir des symptômes dépressifs parce que ça baisse la sérotonine sur un abus ou sur une dépendance. On n'est pas en train de parler de récréatif. On ne parle pas d'une personne qui fume, parce qu'il y a des personnes. Les personnes ne sont pas égales devant une substance. Il faut savoir qu'on est bébé, on a dans le cerveau des récepteurs cannabinoïdes, comme on a des récepteurs nicotiniques, comme on a des récepteurs GABAergiques à l'alcool, etc. Quand on est en contact avec une substance et en fonction de sa carte génétique, ces récepteurs vont se multiplier. Certains pourront toute leur vie avoir une consommation récréative sans abus, sans addiction, sans conséquences délétères, mais d'autres qui sont plus fragiles vont augmenter leur consommation, atteindre 30 par jour et ne plus faire que ça. Donc il y a cette sensibilité à gérer, même si ce n'est
qu'un pourcentage infime de la population. Oui. Parce qu'on ne fait pas 50% d'addicts. Hein. On est en train de parler de moins de 10% qui vont avoir des soucis avec la consommation de THC, je précise. Mais nous avons bien vu pendant le Covid que tout Marocain était important pour le Marocain. Puisque la gestion a été on ne peut plus démocratique et on ne peut plus humaine. Oui. Par conséquent, aujourd'hui, nous parlons de tous les Marocains afin de les insérer, les réhabiliter. Dernière chose avant de finir cet entretien très intéressant, Dr Iman Kandili. Là, votre livre, dernier livre, c'est le cannabis, mais vous abordez dans des ouvrages présents toutes sortes d'addictions. Et après, on y est toujours, la pandémie. Il y a eu, vous m'avez dit, une consommation qui a explosé, excessive, des anxiolytiques. Et là, il faut réserver vraiment un autre entretien pour parler de ça, mais c'est une nouvelle réalité. On en consommait toujours, mais là, ça a explosé. Ça vous fait peur. Il faut vraiment à l'image, je pense, à l'image de ce qui a dû se passer dans les pays anglo-saxons, on faisait la publicité du, je ne sais pas si je dois dire le mot, mot commercial, on faisait la publicité dans les années 70 d'un anxiolytique, d'un anxiolytique à la télévision. On va citer les autres, on va dire Lexomil, on va dire pour pas citer qu'un. Des benzodiazépines. On va dire des benzodiazépines, on faisait la publicité. Maintenant, la réalité, c'est que les benzodiazépines, c'est beaucoup plus grave parce que ça ne se prescrit pas plus de 12 semaines. Mes collègues psychiatres le savent et c'est des choses qu'on trouve dans les guidelines. Mais la première addiction chez la femme particulièrement, parce qu'elle aime bien les choses qui sont dans l'ordre médical, entre guillemets, parce qu'elle est sollicitée sur au Maghreb, ce sont les benzodiazépines. Donc aujourd'hui, oui, les benzodiazépines sont un problème parce que vu le manque peut-être d'informations et de disques rayés, on doit avoir peur des anxiolytiques, mais on ne doit pas avoir peur des antidépresseurs. Or, c'est le contraire aujourd'hui qui est présent, c'est qu'on a peur des antidépresseurs et pas des anxiolytiques. Donc cette hausse de consommation des anxiolytiques, il faut prendre conscience de ce problème et vraiment l'attaquer, et surtout les femmes, parce que c'est une période anxiogène, une société anxiogène. On va sûrement revenir à ce sujet. Merci beaucoup, docteur Iman Kandili, d'avoir été avec nous et pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes psychiatre, addictologue, sexologue, écrivaine et chroniqueuse, et que vous venez de publier tout ce nouvel ouvrage intitulé Cannabis, ce qu'on dit, la science, aux éditions Orion. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.